je sais ce que tu te dis. Je sais ce que tu te dis. Tu te dis, est-ce qu'il va être content pour une fois? Parce que c'est vrai que, bon, à part le deuxième journée de WrestleMania, et encore, j'avais un petit peu râlé, j'ai réussi tout de même à râler sur un show qui était déjà fait. C'était après une première. J'ai réussi à râler pour le Raw qui est juste après, le Raw qui est juste avant, le SmackDown qui était juste avant, le NXT qui était juste avant, Dynamite. Est-ce qu'un jour il arrivera à être content? Bah écoutez, j'ai envie de dire aux officiels de la WWE, de Dynamite et de d'autres fédérations indépendantes de japonaises, irlandaises, saoudiennes et tout ce que tu veux, que moi, comme j'ai toujours expliqué, je ne donne que des avis subjectifs. Ça veut dire quoi subjectif? Ça veut dire que je donne un avis qui est propre au mien. Ça veut dire que je suis pas en train de dire que j'ai raison. Et puis de toute façon, c'est impossible d'avoir raison sur un avis d'objectif. Les gens qui disent tu n'es pas objectif. Comment tu définis l'objectivité dans une... Regarde, je vais prendre un exemple concret. Quand vous regardez un match de foot, il y a des gens qui vont dire oui, mais le football, ouais, l'équipe n'a pas été trop mal, elle a fait ci, elle a fait ça. Des gens qui vont dire qu'ils ont été nuls. Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont trouver des raisons, qu'ils vont trouver des circonstances. Ce sont des avis subjectifs. Alors parfois liés à la mauvaise foi, parfois liés au fait que certains n'ont pas assez de recul nécessaire, c'est vrai. Mais on ne peut pas venir me voir à un moment donné et dire tu n'es pas assez objectif. Parce que je ne peux pas être objectif. Ça y est, je le dis, voilà, ça y est, c'est réglé. Je ne peux pas être objectif parce que l'objectivité voudrait dire que j'ai la même pensée que tout le monde. Je prends un exemple. C'est quoi la... Attendez, je fais comme ça. C'est quoi la marque? On est bien d'accord que c'est la marque d'Evian. On est bien d'accord que cette marque, je vais pas débattre avec vous pourquoi c'est Evian. C'est Evian, c'est la bouteille d'Evian, voilà, c'est comme ça. Ce sont des choses, ce sont des faits, voilà, il y a des preuves qui s'attestent comme quoi c'est la bouteille d'Evian. Donc, à un moment donné, c'est comme ça. Mais donc, bah, les gens vont se dire, bah, est-ce qu'il a aimé le show de cette semaine? Bah, on va voir ça aujourd'hui. Justement, on va regarder tout ça avec le show de WWE Raw, qui a donc commencé avec le segment de McIntyre, que j'ai apprécié. Les mecs, ils vont tomber de leur chaise. Oui, j'ai apprécié le segment de McIntyre. Il a parlé, entre guillemets, il a commenté sur WrestleMania. Ça, c'est bien. Il a également, j'ai trouvé notamment que Zelina Vega, un petit peu faire des transitions avec ce qui s'est passé à NXT, était plutôt une bonne idée. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et franchement, je me suis dit, bah, la manière dont ça a été vendu était relativement sympa. Il y avait des choses à réajuster, il y avait des choses à travailler, mais en tout cas, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue des explications de l'histoire qu'on a envie de me raconter, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. D'ailleurs, justement, on m'explique que Drew McIntyre a été blessé au biceps par Anglade. Anglade est un personnage qui, pour ainsi dire, a coûté 6 mois de lutte à Drew McIntyre. Donc forcément, il y a une espèce de vengeance. Voilà, ça y est, c'est piqué, tinté, tilté, tout ce que tu veux, c'était très bien. Et donc voilà, moi j'avais envie de voir le match et clairement ils m'ont bien vendu la rencontre. Ensuite, pour le premier match entre Asuka et Ruby Riott. Alors, déjà, on va commencer par la première chose. J'apprécie Asuka. Alors, je sais qu'on va me dire qu'il y a quelques semaines, j'ai été relou, mais je trouve que Asuka, elle a vraiment quelque chose qui me plaît. C'est que, en fait, elle a arrêté d'être une espèce de lutteuse basique. Maintenant, elle s'amuse, elle danse. La musique de Ruby Riott, tu la vois en train de danser dans tous les sens. Elle est dans son petit move et ça plaît. Elle parle japonais, mais ça plaît. Je sais pas d'où vient sa gimmick, si c'est elle qui l'a inventé ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien la manière dont ça a été fait. Après, pour Ruby Riott, j'ai envie de dire, elle est quoi? Elle est face, elle est heel, elle est twiners. D'ailleurs, quand elle est rentrée, limite, on aurait dit qu'elle rentrait sans vraiment d'impact. Alors déjà, quand t'appelles le public,
On peut pas dire que ça aide beaucoup, mais alors là, elle est rentrée dans l'anonymat la plus totale. En plus, encore une fois, je vais me répéter, mais... Ah, d'ailleurs, je vais faire une rétrospective des trois à un moment donné de la Riot Squad, parce qu'il y a des choses que je saisis pas, clairement. Mais en tout cas, pour Azuka, j'ai plutôt apprécié. Ça laisse vraiment... C'est bien, elle a été agressive. De toute façon, elle est dans un optique de lutte un peu stiff. Et qu'on soit clair là-dessus, moi j'apprécie beaucoup ça. La victoire est quand même assez logique, parce que tu n'allais pas mettre Ruby Riot à la place de Azuka. Et franchement, c'était sympa. Elle n'a pas non plus été ridicule, Ruby. Mais voilà, le problème, il est là. C'est que Ruby... Je rappelle quand même que Ruby Riot, c'est quand même celle qui avait été la dernière challengeuse avant Becky Lynch et Charlotte Flair à Fastlane ou à Elimination Chambers. Ça avait été la dernière, la toute dernière, il n'y avait pas eu d'autre. Et après cela, elle s'était blessée. Et là, bah, la Riot Squad avait littéralement explosé. C'est quand même la dernière à avoir, on va dire, tenu tête à Ronda Rousey. Et concrètement, bah, dans cette situation-là, avant que bien sûr Ronda Rousey décide de faire son heel turn de catastrophe, et que concrètement ça avait été une catastrophe pour tout le monde. Mais moi, de mon point de vue, voilà, Ruby, et depuis, bah, depuis qu'elle est revenue, on s'attend. Alors d'un côté, quand elle est revenue avec son promo, alors que Liv Morgan avait fait une promo, ça laissait songeur quand même. Mais qu'on soit clair là-dessus, ça reste une énigme pour moi. Pourquoi Ruby Riot est si peu, on va dire, apprécié dans le roster? Quand- Pardon. Quand tu vois le roster, alors oui, il y a Azuka, oui, il y a Kairi Sane, mais Kairi Sane, a priori, est occupée avec Azuka. Quand tu regardes, il y a Azuka, il y a Shayna, qu'aujourd'hui qui est arrivée, mais entre-temps, il y a, on va dire, Ruby pourrait être au moins la numéro 3, voire même la numéro 4. Et tu as l'impression que bah, il y en a certaines qui lui ont passé dessus. Et puis de toute façon, l'arrivée de Nia Jax n'a pas aidé non plus. Enfin, je sais pas, quand Nia Jax, quand Shayna n'était pas encore arrivée, moi j'ai pas compris pourquoi. D'ailleurs, on a mis une mise en avant d'Azuka. À un moment donné, quand elle est arrivée à Royal Rumble, pourquoi Ruby Riot n'a pas été mise en avant? C'est vraiment une interrogation dont je me pose. D'ailleurs, je me poserai les interrogations pour la deuxième. Mais voilà, c'est quand même assez particulier. Ensuite, on a eu le match entre Aleister Black et Oni Lorcan. Bon, je voulais savoir déjà où est Danny Burch. Parce que c'est comme ça maintenant à la WWE, les partenaires viennent, s'en aillent. Les Forgotten, a priori, étaient du côté de Raw. Bon, finalement, on les voit plus. Bon, c'est anecdotique parce que finalement, le match était bien. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une vraie rivalité entre les deux. D'ailleurs, j'ai plutôt apprécié, c'est l'aspect technique qui a été balancé. On avait un match stiff tout à l'heure, on avait un match plutôt technique, avec de la prise au sol, avec un maintien au sol de la part de euh, notre cher Aleister Black. Franchement, c'était un bon match. C'était plutôt une bonne prestation hein, quand même. Après, voilà, c'était plutôt bien. Je pense d'ailleurs que c'est le premier match hein, depuis très longtemps que Aleister Black fait en n'étant pas moitié dans le sol en train de ramper pour X ou Y raison. Il va affronter Austin Theory la semaine prochaine. Euh, Moi, je serais partant. Alors après, on fait ce qu'on veut. Hein. Moi, je serais partant pour que Austin Theory gagne. Parce que je pense qu'il y a un nouveau clan qui est en train de se créer. On en parlera après. Mais qu'on soit clair sur ce point-là, j'ai trouvé que Aleister Black était vraiment intéressant. Je pense qu'il a besoin petit à petit de se faire du solo. Le Money in the Bank, c'est pas encore pour lui. Il lui faut du temps. Et c'est ce qu'il doit faire pour l'instant. Ensuite, le segment avec Becky Lynch. Alors, vous savez que j'ai déglingué Becky Lynch, je crois, depuis l'arrivée de Shayna. Enfin, depuis le moment voilà, où Shayna a remporté son droit à Elimination Chambers, j'ai pas mal déglingué Becky. Becky, elle s'en est pris, mais plein la bouche. Et le truc, c'est que bah, finalement, enfin, je vais pas dire qu'elle a changé, mais elle a évolué dans sa manière de travailler. Et je trouve que notre chère Becky, là, elle me plaît 10 fois plus. Là, quand elle parle, elle lance des propos, notamment quand elle dit bah moi, à un moment donné, les gens disent oui et ça, les gens disent ça. À un moment donné, elle répond, elle dit les choses, elle dit voilà, moi je suis une survivante. Elle explique à Money in the Bank, écoutez. Alors, ça peut signifier aussi un truc intéressant, notamment, je voulais en parler, on parlera d'ailleurs de Shayna après.
On va en parler maintenant d'ailleurs. Shayna qui a littéralement éclaté Sarah Logan. Justement, on parlera de Sarah Logan après. Ça se demandait en fait qu'est-ce que ça veut dire. Là, comment ils sont en train de me l'expliquer, c'est qu'en fait, Becky n'aura pas de challengeuse à Money in the Bank. C'est ça que j'ai fini par comprendre. C'est que l'histoire, elle dit, la meuf, elle attend, parce que je comprends, hein, elle attend que finalement son adversaire soit désigné du côté de la... Alors, ça pouvait s'expliquer avec l'Elimination Chambers, parce que tout le monde était du côté de la double... Voilà, était focus sur ça, mais alors clairement, il va falloir qu'on m'explique. Est-ce que ça veut dire que le roster est beaucoup trop faible, enfin faible dans le sens numérique, je parle, hein, pas dans le sens qualité. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas assez de lutteuses, donc forcément, ils sont obligés à devoir trouver une solution. Est-ce qu'ils attendent le Money in the Bank, les qualificatifs, c'est-à-dire bah, chaque personne va se qualifier et Becky aura celles qui ne se seront pas qualifiées. Je pense par exemple, je sais pas, à Sarah Logan, je pense à Kairi Sane, je pense à notamment Sarah Sane et c'est Ruby Riott. Ce serait une belle, voilà, ce serait une belle promotion d'un côté. On verra on verra dans 2 semaines d'ailleurs qui seront les 3 autres. Ou alors il n'y a pas de challengeuse. Mais dans la manière dont ça a été expliqué, j'ai l'impression qu'il fallait mettre Becky dans cet endroit-là parce qu'il fallait justifier que Becky parle du Money in the Bank. Mais moi, d'après ce que j'ai compris, en tout cas c'est comme ça qu'on m'a vendu l'histoire, c'est qu'il y a aussi les lutteuses de SmackDown qui sont programmées dessus. Et donc, je vous le donne entre mille. Je pense que les 3 autres places seront désignées du côté de SmackDown. Bah là, vous avez là, ça y est, vous avez compris où je veux en venir. C'est que Becky va sans doute avoir quoi? Bianca Belair. Alors moi je vote, hein, mais elle est un peu jeune encore. Ça serait soit Ruby Riott, Sarah Logan ou Kairi Sane. Ça me paraît. Alors Natalia, ouais, Natalia. Ou Liv Morgan. Ça fait léger. Ça fait léger parce que des 6 qui sont présents, il n'y a que Bianca Belair qui a, on va dire, a une certaine crédibilité. Mais elle est assez jeune. Ruby Riott, oui, ça serait une belle idée, mais elle s'est faite. Alors, pour moi, Sarah Logan, bah justement, on va en parler. D'ailleurs, ouais, si vous voulez avoir mon avis sur Shayna et Ronda Rousey, il y a une vidéo qui circule sur YouTube, vous allez voir, enfin, elle vous explique, voilà, de quoi j'ai parlé par rapport à Ronda Rousey, si c'était un work. Euh, Après, la manière dont elle a gagné, c'est discutable, mais d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est discutable, oui, mais c'est une manière de voir les choses. Elle n'est pas là pour discuter, elle n'est pas là pour pas passer le temps, elle est là pour démolir. Et c'est vrai que quand tu la vois, le coude de Sarah, ah bien évidemment, elle n'a pas le coup de pété, et ben c'est révélateur quand même, d'un moment donné, de la violence de ses coups. Maintenant, on peut se poser la question de sa présence à Money in the Bank. Pour moi, elle a rien à faire dans le Money in the Bank ladder match. Pour moi, à la limite, j'aurais préféré qu'elle soit face à Becky, qu'elle continue leur rivalité. Là, elles sont dans une situation où tu te demandes, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Shayna, qu'est-ce que tu fais dans ce match de l'échelle où clairement tu n'as pas ta place? Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi elle était là-dedans. Alors après, bon, si tu veux, hein, pourquoi pas. Après, qu'on soit clair là-dessus, va falloir trouver celle qui va donc défier Becky Lynch, puisque elle va falloir la faire un défi. Je sais pas. Je sais pas qui sera désigné, mais pour moi, en tout cas, ça sera pas Sarah Logan. Et voilà les choses. Moi, Sarah Logan, ça reste quand même, pour moi en tout cas, ça restera pratiquement depuis octobre-novembre, un espèce de paradoxe. C'est-à-dire que, alors je sais qu'on va dire oui, mais il faut qu'il racle les fonds de tiroir, et c'est vrai, parce que je vais dire les choses de manière un peu brutale et je m'en fous. Ronda Rousey, bon, elle a parlé, elle a dit des choses. Les gens ont répondu, ok. Maintenant, il y a une réalité, c'est que donc tu as Nia Jax, Asuka et Shayna qui sont donc désignés dans cette situation. Et le truc, c'est que Sarah, donc qui est quand même, ils vont dans les pay-per-view, mais Sarah, elle y va aussi dans des pay-per-view.
Alors ça, on va me dire, oui, mais Liv Morgan aussi, elle est à la WrestleMania en kick-off. Mais si tu regardes bien, sur Survivor Series, elle y est. Royal Rumble, elle y est. Dans cette espèce de petite rivalité et tout. Elimination Chambers, elle y est. Les personnes me diraient, oui, mais Sio, faut dire aussi que le roster était tellement dépourvu numériquement que c'était compliqué. Là, je l'entends. Mais je pense que Sarah, avec tout le respect que j'ai pour les décisions de la WWE, et comme Ruby Riott, je pense qu'elle a... Quand tu vois quand même que c'est une fille qui ne dit rien, qui est quand même dans une situation où on la voit quasiment pas, moi j'ai envie de dire pourquoi on ne la met pas plus en avant. C'est une gamine, enfin, je sais pas à quel âge elle a, c'est quand même une gamine qui a quand même une tenue qui est très, très, très agréable, avec justement cette espèce de maquillage là comme ça, un peu en mode guerrière. Et j'ai l'impression que Sarah Logan, eh ben c'est, je sais pas, pourquoi des trois matchs, c'est celle qui a servi de paillasson à Shayna. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt de cette utilisation. Quand tu vois que le roster, alors certes il se garnit progressivement parce qu'il y a Nia Jax qui arrive, il y a Shayna qui arrive, il y a Asuka, donc ça fait quand même trois lutteuses potentielles. Natalia d'ailleurs n'était pas là. Mais moi de mon point de vue, j'aimerais bien qu'on fasse un peu confiance à Sarah. Alors on va me dire, oui, mais excuse-moi, Sio, tu dis ça, mais t'es quand même vachement un petit hypocrite. Quand on parle de Diana Brooke et de Carmella, enfin Carmella était championne, et de... qui c'est Ah oui, Dana Brooke et Liv Morgan, t'es les premiers à dire, ouais, c'est de la merde et tout. Alors je sais que dans ta tête, quand tu dis ça, tu te dis, c'est des bonnes idées. Mais je vais t'expliquer une chose. Je vais t'expliquer pourquoi Sarah Logan, c'est une bonne idée. Et Liv Morgan et Dana Brooke, c'est une très mauvaise idée. Sarah Logan, quand tu la regardes, tu comprends c'est quoi. Tu comprends que c'est une guerrière. Tu comprends que c'est une fighteuse. Et tu comprends que la meuf, habillée comme ça, c'est le genre de meuf, elle veut... D'ailleurs, elle le dit face à, quand elle a défié Charlotte Flair. Je suis là pour démonter, je suis là pour résister. Et justement, quand elle se prend le défonçage de coude, c'est parce que, en fait, dans sa tête, elle se dit, il n'y a que elle, parce qu'elle est suffisamment guerrière pour le prendre. Bon, après, elle finit en pleurs et tout ce que tu veux, mais il n'y a qu'elle qui peut prendre ça. Liv Morgan, ça va faire 4 mois qu'elle est là. J'ai toujours pas compris ce que c'est sa gimmick. J'ai toujours pas compris. Alors, peut-être que toi tu le comprends, c'est quoi la gimmick de Liv. Mais moi je l'ai pas compris. Elle est passée d'un statut de je suis la soi-disant petite amie de Lana pour devenir une sorte de... Alors c'était rigolo, hein, moi j'ai bien aimé, voilà, pour finalement être en équipe avec Rousseff, mais finalement elle n'a pas gagné avec Rousseff parce que Rousseff parlait tout le temps. Et au final, il a défié, elle a eu un match contre Natalia qu'elle a gagné. La semaine dernière, elle a perdu contre Asuka. Bon, ok, mais on va dire que si, en plus, son talent in-ring est encore trop limité, pour moi, ça ne va pas. Et on va passer, bien évidemment, à Dana Brooke, parce que Dana Brooke, on a l'impression qu'il y a un fan club. La femme qui, qui a chopé le coronavirus, le Covid-19 et qui a bronzé, Dana Brooke, oh, j'exagère, hein, je me moque de ça, mais c'est affectueux. Moi, je vais vous poser une question. Je veux qu'on soit honnête, hein. Quelle est la gimmick de Dana? Alors, certes, elle a une certaine agilité, une certaine habileté. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais quelle est la gimmick de Dana? Est-ce qu'elle a un niveau micro intéressant? Si vous deviez faire une hiérarchie de ses talents micro, à quel classement vous la metteriez? Quand vous regardez sa gimmick, est-ce que vous arrivez à la comprendre? Est-ce que vous arrivez à comprendre l'histoire qu'elle a? Alors, il y en a eu un jour, il y a quelques mois, qui m'a sorti: ah, c'est une lutteuse qui n'abandonne jamais. C'est la gimmick d'une lutteuse qui. C'est le personnage, c'est qu'elle n'abandonne jamais.
C'est une lutteuse qui va tout faire pour arriver au maximum, même si c'est difficile. Non. Non. Alors que je t'explique, à un moment donné, je vais te l'expliquer encore une fois. Je vais faire preuve un peu d'arrogance, mais je vais me le permettre. Quand tu dis que c'est une lutteuse qui va dire, c'est une lutteuse en fait qui, on va dire, on lui a expliqué qu'elle avait une place et que finalement elle ne souhaite pas être, comme qui dirait, on va dire, si je traduis, pour toi, Dana Brooke, c'est une underdog, une non favori en fait. Et donc elle veut être considérée comme une vraie favori. Bah, je vais dire les choses de manière un peu brutale. Si c'est ça la gimmick de Dana Brooke, c'est pas ça qu'elle démontre. Et déjà, faire d'elle une underdog, on en a eu des tonnes. Daniel Bryan, Rey Mysterio. Je continue ou c'est bon, c'est réglé? Alors tu vas me dire, oui, mais c'est une femme. Et c'est une femme, et donc, parce que c'est une femme, et quoi? Vous voyez, moi, ce que je suis en train de vous expliquer, les enfants, c'est que un personnage, qu'importe qu'il soit vendeur de saucisses au marché aux puces, qu'il soit lunatique, qu'il soit un deadman, qu'il soit ci, qu'il soit ça, pour moi, un personnage, tu dois le comprendre. Quand Naomi arrive, tu sais pourquoi elle est là. Feed the glow. Tu sais que c'est une espèce de meuf, voilà, elle fait bouger, elle a le glow en elle. Quand les New Day arrivent, tu dis voilà la positivité, nanana. Quand tu regardes Shayna Baszler, c'est un peu une fighting spirit démolisseuse qui veut dire défonce tout le monde et qui n'hésitera pas à faire mal à par tous les moyens. Liv Morgan, je sais pas. Sarah Logan, c'est une petite guerrière qui, on va dire, on peut, pour Dana Brooke, ouais, qui euh, veut résister à toutes les douleurs pour avancer. Ouais, j'arrive quand même à définir une gimmick pour Sarah Logan, même si c'est pas facile. Charlotte Flair, c'est The Queen, c'est une meuf, voilà, elle considère qu'elle est méga au top et que tout le monde doit s'incliner devant elle. Bianca Belair, c'est une meuf de la street qui, on va dire, on va dire, aussi est un peu underdog aussi, mais c'est une meuf de la street qui, pour ainsi dire, qui, on va dire, d'ailleurs, quand tu l'entends, c'est une meuf de la street, la IST et tout ça. Dana, si quelqu'un arrive à me définir la gimmick, alors ne sortez pas c'est une lutteuse qui se bat. Alors, pas contre qui, contre quoi? Contre l'adversité. Merci. Ah, franchement, il n'y a aucun lutteur qui se bat contre l'adversité. En général, les lutteurs, ils se battent contre des gens. Voilà. Bon, on va passer à la suite avec Austin Theory qui faisait face à Akira Tozawa. Bon, la première question que j'ai envie de vous poser, enfin que j'ai envie de poser à la WWE, c'est pourquoi Akira Tozawa? Vous aviez personne dans le magasin, Brendan Vick il était puni. Alors après ils ont pris Mize juste après. Danny Burch il était où? Pourquoi? Hein, vous pouviez pas prendre Heath Slater à la limite? Parce qu'il est jamais là, on sait pas où il était. On sait pas où il est. Pourquoi? Alors après, attention. Le match, parce que moi en tout cas, le match était pas bon. Hein, voilà. Il n'avantage pas Akira Tozawa, parce que je rappelle qu'Akira Tozawa va participer à un tournoi pour le titre Cruiserweight de NXT. Comment tu veux lui apporter de la crédibilité si Akira Tozawa, eh bien, se fait démonter la tronche par Austin Theory? Vous avez 5 heures. Sauf que le match, il est nul. C'est le pire match de la soirée d'ailleurs. Le mec, il passe son temps à ramper le sol. Il passe son temps à se chier dessus. Bah, j'ai envie de te dire, non, c'est pas bon. Après, Angel Garza contre Theory Mize. Alors, je veux juste dire une chose. Pour Angel, je trouve d'ailleurs qu'il y a une vraie mise en avant de Angel Garza.
Je trouve que Angel Garza, d'ailleurs, j'ai été surpris de voir que on l'a pas mis dans les points moyens et je comprends pour mieux pourquoi. Angel Garza, il a un truc qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est, comment je vais dire ça de manière polie. D'ailleurs, je trouve qu'il est plus fort qu'Andrade en ce moment. Niveau in-ring, il me plaît. C'est simple, mais c'est efficace. Niveau attitude, niveau charisme, il en pue le charisme à fond. Voilà, je parlais justement de gimmick et de charisme. Euh, Angel Garza, c'est limite, s'il a pas, vous voyez, il approche à côté de toi, t'as envie de lui faire un bisou. Il a un charisme de taré. Et donc c'est super. Et bon, POI Miles, bon bah voilà, hein, je vais te dire. Bon, pour le clan Vega, bah j'ai envie de dire que c'était plutôt intéressant. Ça fait penser notamment, alors tout le monde me l'a dit, les Los Ingelapones de Japon. Alors j'arrive pas à le dire, je l'ai dit à la mode mexicaine. Hein. Alors j'arrive jamais à dire son nom, c'est horrible. Alors je vais vous l'écrire parce qu'à chaque fois que j'essaie de vous le prononcer, c'est Los. Alors voilà. Alors je vais vous le faire. Los Ingobernables. Los Ingo de. Merde. Los Ingobernables de Japon. Achikachi, aïe aïe aïe. Donc, c'est une équipe de Japon. On a fait cette comparaison, je la trouve assez judicieuse. Franchement, c'est très bien. Après, il faut voir le temps au temps. Et qui plus est, il va falloir faire attention à ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Parce que je prends un exemple, la semaine prochaine, Austin Theory, il affronte Black. Si Austin Theory, il gagne pas. Los Ingobernables de Japon, de la WWE, enfin, Los Ingobernables de la WWE, ne risque pas de fonctionner. Et je soupçonne d'ailleurs, pour information, on parlait justement de la Los Ingobernables de Japon. Putain, je vais arrêter de le dire, putain, ça devient immonde. Et les mecs qui connaissent la New Japan Pro Wrestling doivent se dire, mais qu'est-ce que tu nous détruis le nom? Oui, je sais, je le prononce très mal. Hein. La Los Ingobernables, oh, ta mère, voilà. Ta mère le nom, ta mère. Pourquoi tu veux prendre un nom normal comme tout le monde? Les Los Ingobernables. Tu sais quoi? Attendez, je reviens. Attendez, je vais vous faire un truc. Ça va être plus simple. Bougez pas. Ouais, c'est de l'improvisation, hein, je vous préviens. Ah, c'est où? Il est où? Oh, il est pas là. Attendez. Bougez pas, hein, je suis à vous tout de suite. Hein. Copier. Los Ingobernables de Japón. Voilà. Maintenant, quand je voudrais dire, Los Ingobernables de Japón. eh ben, ça sera maintenant elle qui dira. Los Ingobernables de Japón. Merci. Voilà. Donc, ça fait penser à la. Los Ingobernables de Japón. Donc, finalement, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il faut faire attention parce que si les Los Ingobernables de Japón. de la WWE venaient à ne pas s'en sortir, venaient à perdre la semaine prochaine, quelle crédibilité? L'équipe doit grimper parce que si on veut les considérer comme les. Los Ingobernables de Japón. J'adore faire ce truc, ça, je pourrais y faire ça toute la journée. On pourrait imaginer peut-être une déception. D'ailleurs, ce qui va se passer dans le main event m'étonne un peu parce que finalement, Andrade il perd un peu bizarrement. Ça crée de la crédibilité. Et si on veut les rendre comme les. Los Ingobernables de Japón. Je kiffe. Et ben finalement, ça va être compliqué. Donc là, il va falloir mettre les choses comme il faut. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut, si on veut les considérer comme. Moi, je dirais plus comme des trianglés de la moitié, c'est-à-dire avec Pac et tout ça. Mais on peut considérer aussi. Après, ça, les choses se changent, hein, mais en tout cas, c'est une bonne idée de les avoir mis. En tout cas, ils sont quelque chose d'intéressant. Ils sont assez physiques. Et ils font penser justement à ce. Los Ingobernables de Japón. Et donc finalement, c'est quelque chose de bien. Mais en tout cas, il va falloir faire plus que de simples petits coups de ci, de là, parce que la team entre les trois, qui fait penser au. Los Ingobernables de Japón. Eh bien, j'ai envie de vous dire, on savait déjà qu'ils étaient tous les trois, c'était évident. Peut-être qu'on allait imaginer peut-être Theory retourner à NXT, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va être en place. Mais si on veut créer une aussi grande force que c'est Los Ingobernables de Japón. eh ben, il va falloir quand même il faudra quand même
que ça perdure avec le temps parce que les Los ingobernables de ne Japón. sont pas refaits en un jour et forcément pour le Japon ils sont indéboulonnables Los ingobernables de Japón. et je pense que tout ça serait mieux si jamais c'est les Los ingobernables de Japón. et puis de toute façon tout le monde les aime Los les ingobernables de Japón. je pourrais faire ça toute la journée. Ah je vais le garder, allez je vais le garder. Bon voilà, c'était ce que j'avais à dire. Donc après, bon, on va passer à Nia Jax contre Kairi Sane, qui ne sont pas les... Los ingobernables de Japón. Putain, je vais kiffer de faire ça. Donc, d'ailleurs, pour information, ils ne sont pas espagnols, comme ils ne sont pas mexicains ou d'autres, quelque chose comme les... Los ingobernables de Japón. D'ailleurs, ça serait bien qu'ils mettent un vrai clan à la Team Vega, et pas la Team Vega, comme j'aime l'appeler. Parce que là, vous voyez, par exemple, au Japon, ils ont là. Los ingobernables de Japón. Donc, au final, c'est des choses qui pourraient être très intéressantes. Bon, ouais, bah après, c'est bien qu'ils aient pensé de pouvoir faire que Kairi Sane puisse être, on va dire, un petit peu la underdog, à essayer de faire les choses comme ça. Après, elle s'est fait démolir, hein, qu'on soit clair là-dessus. Après, il y en a qui ont un peu râlé, j'ai vu que Darren avait gars râlé, bon, ça s'explique. C'est sûr qu'on ne est pas allé. Los ingobernables de Japón. Et bah finalement, on peut pas toujours tout faire, mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. C'est pas un problème en soi, parce que de toute façon, bah, Kerry, c'est même pas sûr que Kerry reste au Japon. Ah, parce qu'au Japon, on a les... Los ingobernables de Japón. Je sens que je vais faire ça toute la journée. Bah, la réalité, elle est là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle peut retourner au Japon, profiter. Je pense pas qu'elle va rester à côté d'Azuka. Ça m'étonnerait pas. En tout cas, bravo à Azuka d'avoir réagi. Comme quoi, elle le sent japonais comme les... Los ingobernables de Japón. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on attend vraiment des choses. Voilà. Ensuite, on a eu Bob. Alors, juste par un mot sur le speech de Charlotte Flair, qui était quand même très. Los ingobernables de Japón. Ça n'a rien à voir, mais j'avais envie de te sortir. Non, franchement, c'était sympa. Elle a fait plutôt une rétrospective assez donnée. D'ailleurs, vous savez que WrestleMania a eu Wrestle Kingdom, et vous savez que dans Wrestle Kingdom, il arrive des fois Los ingobernables de Putain, je fais Japón. toutes les transitions possibles pour la sortir. Bon, on va arrêter les conneries un peu. Voilà, Charlotte Flair a fait un bon segment, et maintenant on va passer à Bobby Lashley contre. D'ailleurs, Apollo Crew qui a fera face à MVP, ça m'a étonné, mais je pense que MVP, Apollo Crew, il y a quelque chose. Bobby Lashley qui faisait face à No Way Jose. Alors, No Way Jose, j'en ai rien à foutre. Par contre, je me dis pourquoi il a pas gagné. Ah, clairement, s'il y avait un boulevard pour le faire gagner, c'était aujourd'hui. Parce que, bah, concrètement, j'estime que ça aurait créé de la distension. Mais d'un côté, je me dis que s'il avait perdu Bobby, Lana se prenait un spire en pleine tronche, quoi. Et là, je pense que ça n'aurait pas été aussi sympa que les... Los ingobernables de Japón. Après, j'ai un truc qui m'amuse, je l'utilise à fond, hein. Ça va me lasser. On va dire, dans une semaine, ça va me lasser, mais vous allez voir que vous allez vous bouffer ça toute la semaine. Voilà, je vous l'annonce tout de suite. Même à chaque Raw, vous allez vous le bouffer. Non, plus sérieusement, voilà. Après, on a tous... Alors, je sais que c'est pas bien de dire ça à une femme, blablabla, mais aux dernières nouvelles, je pense que du côté de Bobby Lashley, bah, il va y avoir une séparation. Alors après, comment les choses vont être faites, mais moi, ce que je trouverais génial, c'est que Rousseff arrive, qui lui fait... Euh, c'est quoi l'accent bulgare? Oh, attends, s'il vous plaît, tu t'avais dit que la situation... Ouais, c'est l'accent allemand, ça, non? Voilà, moi, je suis de la Russie, moi je te le dis, que la fille de Lana, c'était dit que c'était tout ce que j'ai vécu. Ah, non, je suis de la Russie, je suis pas japonais comme les... Los ingobernables de Japón. Donc voilà, et donc on va terminer avec Drew McIntyre, qui lui n'est pas japonais comme les... Los ingobernables de Japón. Et donc, et ben finalement, on va passer maintenant à Drew McIntyre, qui a donc fait face au Mexique, puisque les Mexicains, avec notamment Andrade, d'ailleurs ça a été... D'ailleurs, la WWE, d'ailleurs je tenais à le dire, a bien géré, pour une fois on peut le dire, l'utilisation de l'équipe. Ils se sont dit, on va faire venir les trois, on va bien les mettre en avant, et franchement c'était plutôt une bonne chose. Par contre, là je suis pas d'accord. Il y a une intervention des deux autres, d'ailleurs Austin Theory qui se prend une tannée, mais pour moi ça aurait dû intervenir et ça aurait dû finir par disqualification. Tu vois ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, Los ingobernables de Japón. si tu veux être aussi fort que cette équipe-là, il faut que tu puisses avoir de la grandeur. Là, au moment... Là, c'est quoi la version française?
Les ingouvernables du Japon. J'avoue, ça fait déjà moins stylé. Non, sérieusement, voilà. Si tu veux avoir cette crédibilité, j'ai dire les Lucha Bros et Pac, ils ont pas perdu il y a pas un des mecs qui a perdu juste après. Ça aurait été ridicule. Même les, Los ingobernables de Japón. en tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Après, pour l'arrivée de Seth Rollins, je suis assez partagé. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Par contre, il y a un truc qui s'appelle Kevin Owens. C'est-à-dire que si... Alors, attention, si Kevin Owens a décidé de retourner au Canada pour rester avec sa famille en raison de l'épidémie de Covid-19, moi, je trouverais ça logique. Si on m'explique par A plus B que Kevin Owens est retourné au Canada parce qu'il ne se sent pas de rester et qu'à un moment donné, bah tant pis, hein, la rivalité et tout le reste, bah, on va les faire foutre, je trouverais ça logique. Maintenant, si c'est juste ah bah on a oublié, bah non. Je rappelle que Kevin Owens a battu Seth Rollins. Faut pas oublier ce truc-là. Bon allez, le bilan de ce show. Bah le bilan il est relativement positif, mais d'un côté c'était pas tellement dur quand tu voyais c'est-à-dire à un moment donné s'ils avaient fait plus bas ils auraient crevé du pétrole au bout d'un moment. Mais au bout d'un moment voilà c'était plutôt bien. Donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt un show voilà, acceptable, satisfaisant. Après, après, il va dire que je suis chiant parce qu'on va encore me dire ouais, messieurs, t'es trop exigeant. Alors, bah, tous les jours, ouais, ça c'est ce que j'aime bien, c'est que tous les ans, j'ai toujours cet argument qui arrive. Hein, vous êtes trop exigeant, tu es trop exigeant. Mais j'ai envie de dire, je peux comprendre le fait que je suis casse-couille. C'est vrai, je suis casse-couille, mais comment vous expliquer ça? Vous savez, quand ça aurait été une fédération française indépendante d'Aquitaine, moi je serais pas aussi dur. Mais le truc c'est que, à un moment donné, j'avais dit une phrase sur le WordPress, sur Geek and Sport. J'ai dit à un moment donné. Alors les gens après tiennent compte, disent ouais avec le confinement, blablabla, blablabla. Et disent souvent bah, on va être sympa avec eux parce qu'il y a le confinement. Moi j'étais sympa avant pour une raison. C'est que je me suis dit ils ont commencé la route vers WrestleMania, ils vont pas l'arrêter en ligne de compte. Ça ne serait pas logique. T'as des rivalités qui sont en cours. C'est comme si demain tu mettais, je prends un exemple tout con, tu décidais, je sais pas, d'une pièce de théâtre et que 2 semaines après, il reste 2 semaines, il y a une épidémie de Covid-19 et tu dis aux gens, bah en fait finalement on n'y va pas. Ah non, à un moment donné, ça y est, les rivalités sont en place. Alors j'ai proposé de reporter, j'assume, hein, mais je peux me mettre à la place de la WWE et je peux comprendre leur réaction. Par contre, moi je le dis tout de suite, là, à partir du moment où ils ont pris la décision, un, de continuer les shows enregistrés, les shows, et qui plus est en direct, avec une hypocrisie qui me débecte, qui me fait dégueuler de tous les côtés, où t'entends un truc, le gouverneur de Floride qui te sort. Eh mais moi, vous savez, une petite discussion, etc. D'ailleurs, justement, j'ai aussi parlé au... Los ingobernables de Japón. Donc, à un moment donné, non, plus sérieusement, à partir de là, quand tu essaies de tout faire, mais tout, hein, pour que tes shows continuent, malgré qu'il y ait quasiment 600 000 cas de Covid-19 aux États-Unis, que aux États-Unis il y a déjà 22 000 décès, ou 24 000, je sais même plus, que les hôpitaux sont bondés, que tu es en pleine crise économique, et que tu te dis, bah mais moi je vous emmerde, hein, à un moment donné, je veux quand même que le catch ait lieu. Bah écoute mon gars, moi j'ai pas de faire de cadeau. Pourquoi tu t'es pas dit à un moment donné, bon écoutez les gars, alors mesures sanitaires ou pas mesures sanitaires, j'en ai rien à foutre. Si demain la Ligue 1 reprend et qu'il y a des matchs et que les matchs sont pourris, je peux vous jurer qu'ils pourront tous prendre dans la gueule. Après les choses sont un peu mieux. Dans le sens où les gens arrivent, le côté direct aide un peu. Bon le huis clos c'est de la merde, hein, voilà. Mais de mon point de vue, je vais pas faire de cadeau à une fédération qui est dans une, comment dire, dans une dictat de ce qu'ils veulent faire, et je vais pas leur dire ah mais non mais vous êtes les gars,
vous êtes limité, mais c'est comme si moi demain, attends, je prends un exemple complètement con, vous partez à la guerre, vous avez 2 balles, vous partez à la guerre. Ah bah il y a peu de chances que vous en sortiez pas, hein. À un moment donné, il faut arrêter quoi. Bon, l'exemple est foireux, ça on est tous d'accord là-dessus. Mais à un moment donné, moi ce que je dis, c'est que si tu veux respecter, il faut respecter l'intégrale. Moi quand je vois que la WWE s'entête, alors attention, quand je dis WWE, je compte notamment Impact qui s'est planqué, et également Dynamite. Si le show est bon, ça y aura pas de souci. Par contre, si le show est mauvais, ils vont prendre. Ah, ils vont prendre dans la bouche, dans le cul et tout ce que tu veux. Ouais, un coup de pied au cul, hein, je parle, hein, pas autre chose. Ah, ils vont prendre, hein. Cody, comme Vince, comme je sais pas quel propriétaire d'Impact, si je les chope, je leur dirais, allez vous faire enculer sec avec de la vaseline carré. Vous avez décidé de cette situation, vous devez assumer. Et il faut arrêter de trouver des excuses à tout le monde. Ah mais tu comprends, ils nous essaient de nous divertir. Que j'en ai à foutre qu'ils nous divertissent. Parce qu'ils me divertissent, ah bah merci, parce qu'ils nous, c'est comme si demain on me disait, le Gulli vient me voir, il me fait, ah mais moi tu nous donnes un dessin animé, je vais être content. Et après quoi, tu veux que je te file une médaille? Tu t'appelles Gulli, tu donnes des dessins animés, c'est un peu logique. Mais à la limite, moi ce que j'aurais aimé, c'est que la WWE dise, écoutez, c'est un peu la galère en ce moment, etc. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un show par semaine. Genre, par exemple, Raw devient un espèce de show où tout le monde est là-bas. Tu mets en avant les rivalités, tu mets ton point en disant, voilà, bah écoutez, si on fera des shows enregistrés, même si ça vous plaît pas. Alors oui, alors désolé la faute, bah, on fera pas de show chez vous, parce que voilà, tant pis, on paiera de l'argent. USA Network, bah écoutez, il n'y aura pas de show de NXT. Si on fait pas d'enregistrer, tu portes tes couilles, entre guillemets. Au lieu de ça, bah, tu fais exactement ce que je déteste par-dessus tout. Tu baisses ton froc, enfin, pardon, tu te la joues, ouais, mais moi, par tous les moyens, je veux avoir du bénéf. Alors, on va me traiter de gauchiste si tu veux, mais ça n'a rien à voir avec le côté gauchiste. C'est qu'à un moment donné, quand il y a un côté sanitaire qui rentre, on nous demande, nous en France, Bibi, il est confiné depuis des mois. À un moment donné, il a peut-être. Et surtout les stratagèmes de la WWE, j'ai envie de leur dire, mais allez vous faire manger l'anus par un ours. Donc moi, j'aurais pas de pitié. Voilà, j'aurais pas de pitié. Ça plaît pas, ça plaît. Tant pis pour vous, hein. Moi, voilà, c'est la réalité qui veut ça. Vous savez, au Japon, où il y a justement les... Los ingobernables de Japón. Eh ben, eux, ils ont la décence d'annuler. Ils savent qu'il y a un risque, ils annulent. Ça s'appelle la conscience humaine. C'est tout. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, en tout cas. Portez-vous bien. Et on se retrouve d'ailleurs en commentaire de ce que vous avez pensé du show et de ce que je viens de dire. Ça, portez-vous bien, mettez un pouce bleu, partagez-la à vos amis, ou tout simplement abonnez-vous pour le contenu de la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao les amis!